Bonjour, cette année, le sujet proposé au concours d'entrée à l'École nationale de police portait sur la tutelle et la hiérarchie. Pour être plus précis, il était question d'inviter les potentiels candidats de réfléchir sur le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle. C'est un sujet intéressant à plusieurs égards. Et pour ce sujet, donc, il y a des étudiants qui m'avaient appelé, qui m'avaient sollicité pour que je puisse partager mon expérience avec eux. Et je regrette de ne pas avoir répondu favorablement à leur requête si tôt. C'est parce que tout simplement, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je ne pouvais pas le faire. Aujourd'hui que je suis un peu libre, il est vraiment possible de le faire. Donc le sujet, disais-je, portait sur le pouvoir hiérarchique et le pouvoir de tutelle. C'est un sujet de droit. Pouvoir hiérarchique, pouvoir de tutelle. Naturellement, la question qu'on est en droit de se poser est celle de savoir qu'est-ce qu'il faut comprendre par pouvoir hiérarchique et qu'est-ce qu'il faut comprendre par pouvoir de tutelle. Je vous ai rappelé la dernière fois que vous ne pouvez pas faire un sujet sans définir un sujet, c'est-à-dire que traiter un sujet de droit sans traiter les termes du sujet, c'est impossible. Nous avons déjà fait la méthodologie de la dissertation juridique et qu'à ce propos, j'avais dit que la dissertation juridique avait un certain nombre d'exigences que nous devions respecter, faute de quoi vous ne pouvez pas faire une bonne dissertation. Pour aussi ce sujet aussi n'échappe pas à la règle. Il y a un certain nombre d'exigences que nous devons respecter et ces exigences, c'est entre autres le respect de la méthodologie de la dissertation, de la dissertation juridique. D'abord, pour la dissertation juridique, il faut situer le sujet dans son contexte. C'est ce que nous appelons amener le sujet. Mais je préfère le terme de situer le sujet dans son contexte. Situer le sujet dans son contexte, on peut situer le sujet dans son contexte à partir de l'état, ce que j'ai fait. Donc après, je vais vous proposer ce que j'ai eu à faire. Éventuellement, c'est une œuvre humaine. En tant que telle, elle n'est pas parfaite. Rappelez-vous que la perfection n'est pas de ce monde. Comme n'étant pas parfaite, vous pouvez, si l'envie vous tente évidemment, d'apporter des critiques ou des suggestions. Ce qui sera bénéfique aussi bien pour moi et pour les autres. Donc je suis parti de la notion d'État. Et je vous avais dit que vous ne pouvez pas, surtout pour le droit public, qu'il s'agit du droit constitutionnel, du droit administratif ou des finances publiques, vous ne pouvez pas comprendre le droit constitutionnel, vous ne pouvez pas comprendre la Constitution, encore moins ce qu'est la démocratie si préalablement vous ne cernez pas l'État dans toutes ses dimensions. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est le pouvoir de tutelle, ce qu'est le pouvoir hiérarchique si vous ne comprenez pas ce qu'est l'État. C'est pour cette raison d'abord, d'ailleurs, que j'avais jugé nécessaire de commencer d'abord par l'État, de faire un sujet sur l'État, pour que ce concept ne soit pas étranger. Donc ici aussi, je suis parti de l'État, je suis parti de la définition, pas de la définition de l'État, mais je suis parti d'un constat pour faire observer qu'aujourd'hui les États sont organisés en État. Ça veut dire que pas les États sont organisés en État, mais plutôt les groupements humains sont organisés en État. Et qu'il y a plusieurs formes d'État. Il y a ce qu'on appelle des États unitaires et des États fédéralistes. Donc ici, je dis, de nos jours, les sociétés humaines sont organisées en État. De nos jours, les sociétés humaines sont organisées en État.
Ceci peut prendre une forme fédéraliste ou unitaire. Quand je dis une forme fédéraliste, ça veut dire qu'il y a des États que nous appelons des États fédéraux et des États qu'on appelle des États unitaires. L'État fédéral, par État fédéral, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est un ensemble d'États, ce qu'on appelle la fédération par agrégation. Un ensemble d'États qui acceptent de perdre une partie de leur souveraineté au profit d'un super État qui les représente sur le plan international. Aujourd'hui, les États peuvent, en toute souveraineté, accepter de faire partie d'une fédération. Mais en acceptant de faire partie dans une fédération, il y a une contrepartie. La contrepartie, c'est que vous perdez une partie de votre souveraineté au profit d'un super État qui vous représente sur le plan international. Donc à côté de ces États, il y a ce qu'on appelle des États unitaires. Les États unitaires sont des États où il n'existe qu'un seul centre de décision. Dans le cadre d'un État fédéral, vous pouvez avoir une pluralité de pouvoirs exécutifs, d'accord, une pluralité de pouvoirs législatifs, une pluralité de pouvoirs judiciaires. Mais dans le cas de l'État unitaire, il n'existe qu'un seul centre de décision, il n'existe qu'un seul pouvoir exécutif, un seul pouvoir législatif et un seul pouvoir judiciaire. Maintenant, ce qui nous intéresse ici dans le cadre de cette étude, ce sont les États unitaires. Et donc, après avoir fait observer que de nos jours, les sociétés humaines sont organisées en États, et que ceux-ci peuvent prendre une forme fédéraliste ou unitaire, je me suis empressé de souligner que dans les États unitaires, les autorités centrales, c'est-à-dire que le pouvoir politique ou le pouvoir central, pour mener avec plus d'efficacité les missions confiées à elles, je parle des autorités centrales, pour procéder à des aménagements qui se traduisent le plus souvent par la déconcentration et la décentralisation. D'accord? Donc ici, le sujet, je le rappelle, pouvoir hiérarchique, pouvoir de tutelle. Je suis parti de l'État. Je suis parti d'un constat pour montrer que de nos jours, les sociétés humaines sont organisées en États. Et que ces États peuvent être des États fédéraux ou bien des États unitaires. Et que maintenant, dans les États unitaires, les autorités centrales, pour mener à bien leur mission, peuvent procéder à des aménagements, lesquels aménagements sont la déconcentration et la décentralisation. Si la tutelle est liée à la décentralisation, la hiérarchie, en revanche, ne se conçoit en principe que dans le cadre de la déconcentration. Donc j'ai situé mon sujet et j'ai posé mon sujet. Je vous rappelle que le sujet, c'est pouvoir hiérarchique et pouvoir de tutelle. Donc naturellement, après avoir situé le sujet dans son contexte, après avoir posé le sujet, je vais définir les termes du sujet. Les termes du sujet ici, on a pouvoir hiérarchique et pouvoir de tutelle. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par pouvoir de tutelle et qu'est-ce qu'il faut comprendre par pouvoir hiérarchique? Et je vous dis que vous êtes tenu de définir les termes du sujet. D'accord? Par tutelle, on entend une forme de pouvoir exercée par une personne morale de droit public appelée autorité de tutelle sur une autre. D'accord? C'est une forme de pouvoir exercée par une personne morale de droit public appelée autorité de tutelle sur une autre. Ça veut dire que sur une autre, ça veut dire que l'autre personne morale de droit public peut être une collectivité locale comme un établissement public. Donc quand je dis donc pouvoir de tutelle, c'est une forme de pouvoir qui est exercée par une autorité sur une autre, c'est-à-dire que cette autorité revêtant la qualité de personne morale de droit public, c'est peut-être le préfet, le sous-préfet ou le gouverneur.
sur une autre personne morale de droit public qu'est la collectivité locale ou bien un établissement public. Quand je parle ici de collectivité locale, il s'agit du département et de la commune. Incarné dans le cadre du département par le président du conseil départemental, dans le cadre de la commune par le maire. Donc la tutelle comprend l'ensemble des moyens, on est toujours dans le cadre de la définition des termes du sujet, comprend l'ensemble des moyens de contrôle réglementaire dont dispose cette autorité sur l'entité de tutelle, sous-tutelle, pardon, l'ensemble donc des moyens de contrôle réglementaire dont dispose cette autorité sur l'entité sous-tutelle en vue de la maintenir dans le respect de la loi et de la faire prévaloir un intérêt public supérieur. D'accord? Donc voilà la définition que je propose pour la tutelle. Maintenant, que faut-il comprendre par pouvoir hiérarchique? Le pouvoir hiérarchique est un pouvoir, comme la tutelle du reste, inconditionné, affectant l'ensemble des activités, affectant l'ensemble des activités des subordonnés, qu'elles se traduisent, je veux dire ces activités, par la réalisation d'actes juridiques ou d'opérations matérielles. C'est ce pouvoir de tutelle qui permet aux supérieurs hiérarchiques de commander, de contrôler par des prérogatives d'instruction. Ça veut dire que le supérieur hiérarchique, dans le cadre du pouvoir, dans le cadre de la hiérarchie, l'autorité supérieure peut donner des ordres à l'autorité supérieure, à l'autorité inférieure, le préfet peut donner des ordres au sous-préfet, comme le gouverneur peut donner des ordres au préfet. Lequel préfet ou laquelle autorité préfectorale est tenue de se soumettre aux décisions prises par l'autorité supérieure. D'accord? On parle de hiérarchie. Donc ici, nous avons défini les termes du sujet, nous avons défini la tutelle, nous avons défini la hiérarchie. Donc maintenant, ça veut dire que ce que vous devez comprendre dans le cadre justement de la hiérarchie, c'est une précision que je dois faire, j'y reviendrai, c'est que l'autorité supérieure, non seulement a le pouvoir de donner des ordres, mais au-delà de ses prérogatives, elle a la possibilité de sanctionner en cas de mauvaise exécution des instructions données. Donc ça veut dire que vous êtes sous les ordres, en tant que subordonné donc, vous êtes sous les ordres d'une autorité supérieure. Il y a une autorité inférieure qui est là, une autorité supérieure. Laquelle autorité supérieure peut donner des ordres à l'autorité inférieure. On ne saurait méconnaître, donc je continue toujours l'introduction, donc après avoir défini les termes du sujet, je dis on ne saurait méconnaître l'existence de certaines parentés entre ces deux concepts, en ce qu'ils sont conçus généralement dans le cadre unitaire, dans le cadre de l'État unitaire. Cependant, cette relation, si poussée soit-elle, sera hors de notre cadre d'étude. C'est vrai que donc ici, on est dans le cadre de la délimitation du sujet. Je suis parti de la situation du sujet dans son contexte. J'ai posé mon sujet, j'ai défini les termes du sujet. Maintenant, je vais essayer de délimiter le sujet. C'est-à-dire, quand je dis délimiter le sujet, c'est-à-dire que tout simplement faire remarquer au correcteur l'angle sur lequel je préfère m'appesantir pour traiter le sujet. Donc, je pouvais, donc, c'est une dissertation juridique. Quand on parle de dissertation juridique, il y a une certaine liberté accordée au candidat. Donc je peux, il s'agit d'un sujet qui parle de pouvoir hiérarchique et pouvoir de tutelle. Je peux traiter le sujet dans le cadre d'un rapport dialectique, c'est-à-dire que montrer dans une première partie les points de ressemblance et dans une deuxième partie montrer les points de
dissemblance, c'est-à-dire que les différences existant entre la tutelle et la hiérarchie. On est d'accord? Mais ici, moi, j'ai considéré que s'il ne faut pas perdre de vue qu'il existe une véritable parenté, une relation poussée entre la tutelle et la hiérarchie, mais il faut comprendre que dans le cadre de ce sujet, nous n'allons pas parler de cette parenté. Ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce sujet, ce seront uniquement les différences. En effet, avons-nous estimé d'axer la réflexion, uniquement sur les différences, d'où la question de savoir qu'est-ce qui distingue la tutelle de la hiérarchie.